Alors bonjour, on va parler un petit peu de glycogénolyse. La glycogénolyse, c'est donc la dégradation du glycogène. Petit rappel sur la structure du glycogène, c'est un polymère de glucose qui présente plusieurs extrémités non réductrices au niveau du carbone numéro 4 et une seule extrémité réductrice au niveau du carbone 1 qui est hémiacétalique. Alors, c'est un polymère de glucose qui est branché, donc qui présente une liaison osidique entre le carbone 1 et le carbone 6. Donc on a l'anomérie alpha pour le carbone 1, donc on a une liaison de type alpha 1, 6. Et puis vous avez un enchaînement de glucose donc par des liaisons osidiques entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 4, toujours anomérie alpha, donc on a des liaisons de type alpha 1, 4. La glycogénolyse consistera donc à couper ces liaisons alpha 1, 4 et ces liaisons alpha 1, 6. Alors comment ça fonctionne? La première réaction est une réaction de phosphorylyse du glycogène. Cette phosphorylyse est catalysée par la glycogène phosphorylase. C'est une enzyme qui va couper les liaisons alpha 1, 4 à partir de l'extrémité non réductrice. Et sur les carbones numéro 1 des glucoses qui vont être libérés, il y aura fixation d'un groupement phosphate et on va donc ainsi libérer du glucose 1-phosphate. Alors cette phosphorylyse va être répétée de façon séquentielle sur le glycogène jusqu'à obtenir 4 résidus glucosyles donc sur chaque chaîne avant la liaison alpha 1,6. En effet, on va obtenir une dextrine limite qui va résister à l'action de la glycogène phosphorylase qui, par encombrement stérique, ne va pas poursuivre la dégradation. Alors la deuxième étape est une étape qui est catalysée par la glycosyltransférase. Elle va intervenir sur la dextrine limite en enlevant sur chaque chaîne de la dextrine limite un oligoside qui est formé de 3 résidus glucose pour allonger une autre chaîne de la dextrine limite. Donc ça va permettre ainsi de reprendre la phosphorylyse catalysée par la glycogène phosphorylase sur cette chaîne qui a été rallongée. Alors après l'action de la glycosyltransférase, il va demeurer un glucose relié à la chaîne principale par une liaison alpha 1,6. Et la prochaine étape consistera à éliminer cette liaison. Alors cette élimination est réalisée par une enzyme qui est l'alpha 1,6 glucosidase. On l'appelle également l'enzyme débranchante qui va donc couper la liaison alpha 1,6. Alors ce qui est très important de remarquer, c'est que si la glycogène phosphorylase libère des glucoses 1-phosphate, et ici l'enzyme débranchante va libérer un glucose. Donc à chaque fois qu'il y aura une liaison alpha 1,6, on va libérer un glucose. Bon, donc après l'action de ces trois enzymes, le glycogène va libérer principalement du glucose 1-phosphate par phosphorylyse et à une très faible quantité du glucose par hydrolyse. Alors le glucose 1-phosphate va être isomérisé en glucose 6-phosphate par une enzyme qu'on appelle la phosphoglucomutase. Alors à partir de ce moment-là, les choses sont différentes selon si l'on se trouve dans les muscles ou si l'on se trouve dans le foie. Alors si on se trouve dans le foie, c'est un organe qui a pour vocation d'alimenter donc le sang en glucose. Dans ces cas-là, il va falloir débarrasser le glucose 6-phosphate de son phosphate et faire sortir ce glucose dans la circulation sanguine. S'il s'agit des muscles, donc les choses sont plus simples, puisque le glucose 6-phosphate qui va être généré par cette phosphoglucomutase va tout simplement rentrer dans la glycolyse pour donc être consommé et libérer de l'énergie, soit en aérobiose, soit en anaérobiose. Alors voyons un petit peu ce qui se passe dans le foie. Alors le glucose 6-phosphate va donc rentrer dans le réticulum endoplasmique par l'intermédiaire d'un transporteur au glucose 6-phosphate. Et ce glucose va être débarrassé de son phosphate grâce à une enzyme membranaire qui se trouve dans la membrane du réticulum endoplasmique qui s'appelle la glucose 6-phosphatase, qui va libérer donc du glucose et du phosphate. Alors le phosphate va être recyclé, donc il va passer par un transporteur, et le glucose va passer par l'intermédiaire d'un transporteur de glucose. Alors dans le cytosol, le glucose va passer par l'intermédiaire d'un transporteur GLUT2 pour rejoindre la circulation sanguine.
Alors parlons un petit peu de la régulation de la glycogénolyse. Il existe une régulation hormonale. En effet, le glucagon et l'adrénaline sont les deux principales hormones qui contrôlent la dégradation ou la mobilisation du glycogène. Alors la régulation hormonale est en fait le résultat de la transduction d'un signal chimique qui va conduire à des effets intracellulaires, notamment la mobilisation du glycogène. Les mécanismes d'action de l'adrénaline et du glucagon sont similaires, et une fois que chacune de ces hormones est fixée à son récepteur membranaire spécifique, la formation du complexe récepteur-ligand va déclencher une cascade de réactions. Alors en effet, ce qui va se passer, c'est que ces récepteurs, glucagon et adrénaline, sont couplés à des protéines G, et donc l'activation de ces protéines G va stimuler une enzyme qu'on appelle l'adénylate cyclase. Et cette adénylate cyclase a pour fonction de fabriquer de l'AMP cyclique à partir d'ATP. Donc l'ATP va donner de l'AMP cyclique et du pyrophosphate. Alors cette AMP cyclique va stimuler une enzyme qui s'appelle la protéine kinase A. Cette protéine kinase est en réalité formée de deux sous-unités, dont l'une est catalytique et l'autre est régulatrice. Et la forme inactive est l'assemblage des deux sous-unités, la sous-unité régulatrice qui va masquer le site catalytique de la sous-unité active. Et l'activation de la protéine kinase est assurée par l'AMP cyclique. Cette AMP cyclique va se combiner à la partie régulatrice et va libérer le site catalytique de la sous-unité active. La protéine kinase A est une kinase, donc elle a pour fonction de phosphoryler un substrat. En l'occurrence, elle va phosphoryler la glycogène phosphorylase kinase. Cette glycogène phosphorylase kinase est une enzyme dont le substrat c'est bien le glycogène phosphorylase, donc c'est bien une enzyme. Donc en fait c'est l'enzyme qui phosphoryle une enzyme. Bref, la glycogène phosphorylase kinase phosphorylée sera donc activée, il y a consommation d'une molécule d'ATP, et cette glycogène phosphorylase kinase va donc phosphoryler la glycogène phosphorylase. Autrement dit, cette glycogène phosphorylase kinase est active sous la forme phosphorylée. La glycogène phosphorylase, donc, qui va être donc du coup phosphorylée après consommation d'une molécule d'ATP, va se retrouver sous une forme active qui va donc catalyser sa réaction, c'est-à-dire la dégradation du glycogène en glucose 1-phosphate. Alors la glycogène phosphorylase est donc une enzyme qui sera activée sous sa forme phosphorylée. Alors on peut facilement concevoir que lorsqu'il y a stimulation de la glycogène phosphorylase, eh bien il faut inhiber la glycogène synthase. Et il se trouve que la protéine kinase A est une enzyme qui va phosphoryler et qui va phosphoryler justement la glycogène synthase. Cette glycogène synthase phosphorylée est sous une forme inactive. Autrement dit, sous l'effet du glucagon, la forme phosphorylée de la glycogène phosphorylase est active et la forme phosphorylée de la glycogène synthase est inactive. Alors, le système est évidemment réversible. Nous avons parlé des phosphorylases kinases, mais il existe également des phosphorylases phosphatases, qui sont des enzymes qui vont hydrolyser les groupements phosphates. Alors, ces phosphorylases phosphatases sont des enzymes qui sont notamment stimulées sous l'effet de l'insuline, donc qui a un effet inverse de celui du glucagon et de l'adrénaline. Donc, on peut déphosphoryler ainsi des enzymes comme la glycogène phosphorylase et comme la glycogène phosphorylase kinase, et qui sous la forme déphosphorylée vont donc devenir inactives. Mais comme je vous l'ai dit, ces phosphorylases phosphatases sont stimulées sous l'effet de l'insuline, et cette phosphorylase phosphatase va déphosphoryler également la glycogène synthase. Cette glycogène synthase déphosphorylée va donc devenir active, et inversement, on va pouvoir, sous l'effet de l'insuline, stimuler la synthèse de glycogène à partir de glucose dans le foie et dans le muscle. Alors pour conclure avec la glycogénolyse, il faut signaler qu'il existe une dégradation du glycogène dans les lysosomes. Alors effectivement, une faible quantité du glycogène peut être dégradée grâce à une alpha-1,4 glucosidase lysosomale. Le rôle de cette dégradation n'est pas bien connu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il existe une maladie associée à un déficit de cette enzyme qui entraîne une accumulation du glycogène dans les vacuoles. Et cette maladie, c'est ce qu'on appelle la maladie de Pompe, qui est une glycogénose de type 2. Alors les maladies associées à un déficit du catabolisme du glycogène, il en existe de très nombreuses.
on parle de glycogénose. Alors on va simplement citer la glycogénose de type 3, qui est un déficit de l'enzyme débranchante. On l'appelle également la maladie de Cori. C'est une maladie grave qui se traduit par l'accumulation de glycogène dans les lysosomes de toutes les cellules, ce qui va entraîner la mort cellulaire. Bon, il existe la glycogénose de type 1, qui est également appelée la maladie de von Gerk, qui est un déficit de la glucose 6-phosphatase. Je vous rappelle que c'est l'enzyme qui est présente au niveau du réticulum endoplasmique et qui se charge de déphosphoryler le glucose 6-phosphate. Alors, le déficit de cette enzyme entraîne une accumulation du glycogène dans les cellules de foie, puisque le glucose 6-phosphate va jouer un rôle d'inhibiteur allostérique, puisqu'il va être un effecteur allostérique et favoriser la forme tendue de la glycogène phosphorylase. Donc impossibilité dans ce cas-là d'augmenter la glycémie, même en réponse à un stimulus hormonal. Voilà, donc les conséquences, même si on ne va pas rentrer dans les détails, c'est des hypertrophies du foie, des hypoglycémies sévères, des retards de croissance.